sur l'autoroute qui nous mène à l'intelligence de niveau humain, les LLM, c'est un peu une bretelle de sortie. C'est-à-dire que c'est très utile, il faut développer ces technologies, ça sert à plein de choses, mais c'est pas le secret final. OpenAI, Google, Meta, Anthropic, ils se battent à coups de dizaines de milliards de dollars pour construire des modèles de langage toujours plus efficaces. L'objectif est assez simple, celui qui grossit le plus vite gagne. Sauf qu'il y a un homme qui ne pense pas exactement de cette manière, qui dit que cette course amène dans un mur, que ces centaines de milliards investis dans les LLM, c'est une impasse. Et cet homme, c'est Yann LeCun, un des pères fondateurs des réseaux de neurones convolutionnels. La technologie qui fait qu'une Tesla voit la route et que mon téléphone, il peut me retrouver mes photos de chat. Le bonhomme, il a été cité presque 460 000 fois dans la littérature scientifique. Il a eu un prix Turing, l'équivalent du Nobel en informatique. En gros, il est loin d'être étranger au fonctionnement actuel de l'intelligence artificielle. Et en novembre 2025, après avoir travaillé 12 ans pour Facebook, il lève 1 milliard de dollars pour créer Amilabs, une start-up dont la mission, c'est de construire l'IA autrement qu'avec les LLM. Et là, dit comme ça, on pourrait se dire, ok, c'est juste un chercheur qui a un peu trop d'ego, qui pense avoir raison contre tout le monde. Sauf que dans toute sa carrière, il a parié contre le consensus. Et à chaque fois, l'histoire lui a finalement donné raison. En 85, il travaille seul sur les réseaux de neurones en France, alors que la communauté scientifique les a enterrés. Dans les années 90, il popularise les CNN, alors que c'était vu comme une technologie sans avenir. À chaque fois, il a bien fini par avoir raison. Et maintenant, il fait un troisième pari contre tous les acteurs actuels. Alors est-ce que Yann LeCun, il a raison une fois de plus? Est-ce que les LLM, c'est vraiment une impasse? Est-ce que Amilabs va devenir la prochaine révolution de l'intelligence artificielle? L'histoire, elle commence en 1969, quand un enfant de 9 ans découvre 2001, l'Odyssée de l'espace. Et surtout, il découvre HAL 9000, l'ordinateur qui pense. Cet enfant, c'est Yann LeCun, et ce film, il va lui planter une idée dans la tête dont il se débarrassera jamais. Celle de construire une machine intelligente. À 17 ans, Yann, il achète son premier ordinateur, et rapidement, il va s'orienter vers l'informatique. Il intègre l'ESIEE Paris, une école d'ingénieurs. Et pendant ses études, il se plonge dans un domaine très particulier, celui des réseaux de neurones, avec l'idée très étrange pour l'époque que des machines pourraient apprendre comme un cerveau. Sauf qu'on est en 83 et quand il obtient son diplôme, il n'y a personne qui veut entendre parler de ça. L'intelligence artificielle, elle traverse ce qu'on appelle un hiver. Le domaine, il est mort. Depuis les années 70, la communauté scientifique, elle a tourné le dos au réseau de neurones. Un livre publié en 1969 avait démontré les limites des perceptrons, les ancêtres des réseaux de neurones, ce qui avait suffi à condamner le domaine. Et donc quand LeCun il commence sa thèse, il se retrouve presque seul. Son directeur de thèse, Maurice Milgram, il travaille pas du tout sur les réseaux de neurones. Yann, il se lance donc en quête d'articles pour mieux comprendre. Et il va découvrir qu'en Amérique du Nord, il y a quelques chercheurs qui continuent discrètement à travailler sur le sujet. En 1985, il finira par présenter un papier de recherche à la conférence Cognitiva. Il propose une forme précoce de l'algorithme de rétropropagation du gradient. Alors en gros, c'est ça qui permet d'entraîner les réseaux de neurones. Un an avant que 3 autres chercheurs publient une découverte similaire dans Nature, la revue scientifique la plus prestigieuse. Et cette année-là, il fait une rencontre qui va tout changer. Dans les Alpes, lors d'un congrès, il rencontre Geoffrey Hinton, un de ceux qui ont publié dans Nature. Il a entendu parler de ce Français qui travaille sur des idées similaires et il lui propose de venir faire un post-doctorat à Toronto. LeCun accepte. En 1987, il part au Canada pour passer 1 an dans son labo. Et c'est là-bas que les bases conceptuelles de son futur travail vont émerger. Finalement, en 1988, Bell Labs le recrute. Bell Labs, c'est le labo mythique d'AT&T, le mastodonte des télécoms américains, le lieu où le transistor a été inventé. Et c'est là-bas qu'il va se pencher sur les réseaux de neurones convolutionnels, les CNN. Le principe, c'est d'imiter le cortex visuel du cerveau. Des couches successives qui détectent d'abord des motifs, puis des parties d'objets, puis des objets entiers. Le tout appris automatiquement à partir de données, sans que des humains aient besoin de lui apprendre des règles précises. Il publie LeNet 5 et le système va être déployé industriellement. Et pendant la fin des années 90, entre 10 et 20% de tous les chèques aux États-Unis sont lus par une machine basée sur sa technologie. Tout se passe donc dans la meilleure des mondes pour sa carrière. Sauf qu'au même moment, le concept de SVM de Vladimir Vapnik envahit les conférences. Une approche différente est vue comme plus novatrice, plus élégante par la communauté. LeCun, il se retrouve marginalisé dans sa démarche. Et puis en 95, AT&T se scinde en 3 entreprises. LeCun passe chez AT&T Labs, puis quitte en 2002 au cours d'une restructuration. La bulle Internet a explosé, l'IA n'intéresse plus personne et les réseaux de neurones encore moins. En 2003, il finira par devenir professeur à NYU et avec Hinton et Bengio, ils montent ce qu'ils appellent la Deep Learning Conspiracy, un programme qui leur permet de maintenir la recherche en vie. Il faudra attendre 2012 et l'arrivée d'AlexNet,
un réseau de neurones convolutionnels profond, un CNN, pour que tout bascule. Le modèle divise par 2 le taux d'erreur, ce qui donne enfin raison à son approche. Et dans tout ça, il y a un gars qui a regardé son parcours de très près. Et ce gars-là, c'est un des milliardaires de la tech qui s'est mis en tête de tout faire pour le recruter, pour orchestrer la prochaine grande révolution. Décembre 2013, dans le Nevada, à la conférence NIPS, le plus gros rendez-vous mondial de la recherche en IA. Et dans la salle, il y a un invité inattendu, presque mal vu par l'auditoire composé de chercheurs. Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, est là. Et s'il est là, c'est principalement pour convaincre Yann LeCun de rejoindre son entreprise. Ce soir-là, il lui fait sa proposition. Il a plus ou moins carte blanche et budget illimité. Lui, ce qu'il veut, c'est construire le meilleur labo de recherche en IA au monde. Et il va accepter, mais pas sans condition. Il veut que tout soit publié, toute la recherche, tout le code sera open source. À une époque où les labos ils commencent à fermer leurs travaux, lui il impose une transparence totale. Et c'est comme ça que naît FAIR, Facebook AI Research. Il ouvre un premier bureau à New York, puis en 2015 un deuxième à Paris. Le labo il tourne même très bien, et il sort des projets qui deviennent des références mondiales comme PyTorch, utilisés pour le développement dans le deep learning. Mais fin 2022, le monde de l'IA va basculer, et Meta se retrouve à contre-pied. Le 30 novembre, OpenAI lance ChatGPT et le grand public découvre les LLM. Les nouveautés dans l'IA, etc., je suis plutôt du genre très prudent. Là, je vous avoue que franchement, c'est une des premières fois où, vraiment depuis les dernières années, il y aura un avant et un après. Il y aura vraiment un avant et un après. Chez Meta, au début, ils voient pas ça comme une menace. En fait, 3 semaines avant, ils avaient sorti Galactica, un modèle de langage entraîné sur toute la littérature scientifique pour aider les chercheurs à écrire leurs articles. 3 semaines avant l'apparition publique de ChatGPT, chez Meta, on avait sorti un LLM qui s'appelait Galactica et qui avait été entraîné de manière très spécifique pour aider les chercheurs à écrire des articles scientifiques. Donc ce système avait été entraîné sur la totalité de la littérature scientifique disponible publiquement. Donc ça allait être très utile, on était très fiers de nous. Et quand on a mis la démo, rendu la démo disponible, elle a été assassinée, arrosée de vitriol par Twitter, par des gens bien ou mal intentionnés, mais y compris des scientifiques eux-mêmes, disant ça va détruire le système de publication scientifique. Maintenant, n'importe quel imbécile peut écrire un article qui apparaît être authentique, etc. Et donc, c'est un gros danger, ça va détruire la société. Voilà. Donc au bout de 3 jours, les chercheurs de FAIR qui avaient construit ce système ont éteint la démo parce qu'ils se sont dit ils en dormaient pas la nuit, quoi. Donc ils se disent que ça finira sûrement pareil pour l'outil d'OpenAI. Sauf que ChatGPT, ça va exploser avec des millions d'utilisateurs en seulement quelques jours. Et donc c'est pas juste un effet waouh démo. En fait non, ça marche. Et ça rend service et les gens trouvent de plus en plus de cas d'usage. Et je pense que début janvier, c'est là que Mark Zuckerberg au sommet décide il faut que Meta soit leader de ça. Le problème, c'est qu'ils partent avec un retard énorme. On doit rattraper une technologie et à un moment où le monde se referme dans la recherche et où on a des idées de comment ils l'ont fait. Il y a des papiers qui s'étaient sortis avant, mais on n'a aucune idée de l'échelle, de l'algorithme derrière, du nombre de data. Llama 2 sort le 18 juillet 2023 et c'est un coup de tonnerre. C'est le premier grand modèle de langage open source vraiment utilisable commercialement. Llama 3 sort en 2024 et c'est le premier modèle open source à rivaliser avec GPT-4. Sauf que pendant que toute l'attention est sur les LLM, LeCun il regarde ailleurs. Parce que oui, il reconnaît que les LLM c'est utile, oui, il a soutenu Llama, mais il est convaincu d'un truc que quasiment personne dans l'industrie veut entendre, que les LLM ne mèneront jamais à l'intelligence artificielle générale. Ces systèmes ne sont entraînés que sur du texte, d'une part, et d'autre part, ne peuvent pas vraiment réfléchir. Donc il n'y a pas de possibilité vraiment de raisonnement dans ces systèmes-là qui leur permet de réfléchir un peu plus à des questions compliquées et un peu moins à des questions moins compliquées. Un exemple qu'il prend, c'est le chat. Un chat, ça comprend que les objets tombent quand on les lâche, ou ça sait naviguer dans un appartement qu'il n'a jamais vu avant. Un chat de gouttière est très, très capable de comprendre le monde physique, a une mémoire persistante, peut certainement planifier et dans une certaine mesure raisonner aussi. Donc simplement en observant le monde pendant quelques mois ou même quelques centaines d'heures, on a plus d'informations en fait, plus de données que la totalité du texte disponible sur Internet. Alors lui, il travaille sur autre chose. Et ça s'appelle JEPA, Joint Embedding Predictive Architecture. On ne peut pas produire dans tous les détails, tous les pixels qui représentent la position du crayon sur la table. Mais par contre, on peut dire le crayon va tomber et il va être à plat sur la table. Mais ça, c'est une représentation abstraite de la réalité. Donc on ne peut pas prédire tous les pixels,
dans la vidéo, mais on peut peut-être prédire une représentation abstraite du contenu de la vidéo. L'idée, c'est plus du tout de prédire le mot suivant dans une phrase, mais c'est d'apprendre à prédire ce qui va se passer dans le monde réel, mais pas une représentation exacte. Quand tu conduis, s'il y a du vent, tu ignores les arbres qui bougent au fond. Enfin, c'est pas un truc qui t'es en train de conduire, tu fais pas gaffe à ça, quoi. Voilà. Ouais. Alors que si on avait un modèle génératif dans la tête, il faudrait prédire le mouvement de chaque feuille. Goutte qui tombe sur le pare-brise. Chaque goutte qui tombe sur le pare-brise. En juin 2025, Meta publie VJPA 2, un modèle entraîné sur plus d'1 million d'heures de vidéos. Et il peut contrôler un bras robotique dans des environnements qu'il n'a jamais vus, avec des objets qu'il n'a jamais manipulés, sans qu'on ait eu besoin de le programmer individuellement pour chaque situation, juste en ayant appris à comprendre le monde physique. C'est la vision de Lequin, la machine qui apprend comme un enfant en regardant le monde. Mais chez Meta, personne ne veut parier là-dessus. Parce que dans un monde où le cours de bourse il dépend du narratif, Zuckerberg il a besoin de montrer des résultats. Pas dans 10 ans avec de la recherche fondamentale un peu obscure, mais maintenant. Et les LLM, c'est hyper vendeur. En juin 2025, Zuckerberg il prend une décision radicale. Il investit 14 milliards de dollars pour recruter Alexander Wang, le fondateur de Scale AI, 28 ans, et le nomme Chief AI Officer de Meta. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ce recrutement, donc n'hésitez pas à aller là-bas. Et le 19 novembre 2025, Lequin démissionne de Meta. Il poste un message sur LinkedIn où il remercie Zuckerberg et il annonce la création d'AMI, Advanced Machine Intelligence. AmiLabs, c'est cette start-up cofondée par Yann Lequin. Avant de savoir si le pari est bon, il faut comprendre ce qu'il propose. Et pour comprendre ça, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est l'intelligence artificielle générale. L'AGI, c'est genre le Graal de l'IA. C'est une machine qui serait capable de faire tout ce qu'un humain fait. Comprendre le monde, apprendre de nouvelles choses et raisonner face à un problème jamais vu. Et aujourd'hui, les gros acteurs de l'industrie annoncent qu'on y arrive. Leur vision, elle est simple, on prend les LLM, on les fait plus gros, on les entraîne sur plus de données, et à un moment, l'intelligence générale devrait émerger. Et Lequin, lui, il dit que c'est du fantasme. Parce qu'on a l'impression que la manipulation de la langue, c'est ça qui requiert l'intelligence de niveau humain. Mais en fait, non, la langue, c'est facile, c'est simple à modéliser avec les LLM. Comprendre le monde physique, c'est beaucoup plus compliqué. Son argument, c'est pas que les LLM ils sont nuls, c'est qu'ils sont structurellement limités. Ils savent manipuler la langue, ils savent régurgiter des réponses, mais ils comprennent rien au fonctionnement du monde réel. On est un petit peu hypnotisé par le fait que ces systèmes manipulent la langue de manière très claire. Et on s'imagine que manipuler la langue, nécessairement, ça nécessite de l'intelligence. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que finalement, manipuler la langue, c'est simple. Lui, ce qu'il veut, c'est reproduire dans une machine un modèle du monde. Pas un modèle seulement de langage, mais capable de comprendre la physique. Mais cette vision, elle va exactement à l'encontre du narratif dominant. Parce que tous les plus gros labos, ils ont parié des dizaines de milliards sur l'approche inverse. Il y a une vague d'intérêt maintenant donc, qui va retomber, on va s'apercevoir leurs limitations, on s'en est aperçu déjà. Et puis la question c'est, on travaille sur la prochaine vague. Et c'est exactement cette conviction qui rend AmiLabs possible. Et c'est un projet assez dingue si on prend un petit peu de recul. Une boîte cristallisée autour d'un chercheur qui lève 1 milliard de dollars, sans produit et pas de perspective d'en avoir avant 5 ans, avec tous les investisseurs les plus prestigieux, Nvidia, Samsung, Toyota, Jeff Bezos. Une valorisation à 3,5 milliards de dollars pour une boîte qui n'a rien sorti. La seule chose qu'ils achètent, c'est la conviction d'un chercheur brillant. Mais il faut quand même garder un tout petit peu les pieds sur terre. Parce que malgré ce que les médias français adorent raconter, le génie français qui rentre au pays, la revanche de l'Europe, c'est pas le seul à penser que les LLM sont une impasse. Et c'est pas non plus le seul à travailler sur ce genre de modèle. Il y a Physical Intelligence, une start-up à San Francisco qui a levé 1,1 milliard de dollars pour construire des modèles pour la robotique. Il y a World Labs, valorisé à 5 milliards, qui travaille sur de l'intelligence spatiale. La course aux World Models, elle a déjà commencé. Et elle se joue pas qu'à Paris, elle se joue à San Francisco, à Londres, à Pékin. La différence de Lequin, c'est qu'il a une crédibilité scientifique que personne d'autre peut avoir. Et surtout, il a 30 ans de recherche qui pointent exactement dans cette direction. Mais la crédibilité, ça suffit pas, il va falloir des résultats. Alors est-ce que Yann Lequin il a raison? Honnêtement, personne ne peut répondre à cette question, sinon les investisseurs ils auraient mis 10 fois plus d'argent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a passé 40 ans à parier contre le consensus et qu'à chaque fois, il a bien fini par avoir raison. Est-ce que ça sera pareil avec les World Models? On verra bien dans les prochaines années. Alors déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous dirigez ou que vous faites partie d'une startup qui a un produit innovant, j'adorerais parler de vous, parler d'histoires d'entrepreneurs. Donc si ça peut vous intéresser, je vous laisse un petit formulaire dans la description pour que je puisse vous recontacter. Et sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit.